Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 19e Community Talk. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Rowe de Rhizome, de Paris & Co, que je vais laisser se présenter juste après cette introduction. Merci à toutes et à tous donc, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pour rappel, les Community Talks ont pour objectif de présenter, de valoriser les communautés professionnelles. Du fait que chez Superconnecteur, nous avons fait le constat qu'elles ne sont pas mises suffisamment en avant à notre goût. On parle souvent de la valeur que créent les entreprises, mais on parle encore assez peu de la valeur que créent justement les communautés professionnelles, les clusters, les associations professionnelles, les accélérateurs, incubateurs, clubs d'alumni, etc. Le véritable nœud économique qui génère beaucoup d'interactions et de valeur pour les entreprises ensuite derrière. Et c'est pourquoi les Community Talks ont pour objectif de vous partager les bonnes expériences, les missions des communautés, quelles sont leurs bonnes pratiques, pour vous aider vous-même à animer vos communautés et à décupler la valeur dans vos communautés. Superconnecteur, c'est donc une solution qui permet justement de faciliter l'animation et la valorisation des communautés, notamment avec une application mobile type networking, pour vous aider à faciliter les interactions, offrir un annuaire des membres à vos membres pour faciliter les échanges, les mises en relation entre membres, faciliter l'entraide. Pouvoir promouvoir vos nouveaux membres, faire vivre votre communauté à travers de l'actualité, créer vos clubs et vos groupes internes. Donc, si vous souhaitez tester gratuitement la solution Superconnecteur au sein de votre communauté, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. J'introduis aujourd'hui Fabien Rowe. Bonjour Fabien, merci de participer aujourd'hui à ce 19e Community Talk. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Merci du coup pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir partager un peu mon expérience. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, puis après on parlera de Rhizome. Quel est ton parcours et quel est ton rôle aujourd'hui au sein de Rhizome? Oui, donc déjà peut-être un petit mot d'intro. Moi, le côté animation de communauté, c'est quelque chose qui m'interroge depuis un certain temps. J'ai démarré dans cette activité quand j'étais encore étudiant dans les réseaux d'associations étudiantes en fait. C'est là que j'ai un peu mis un peu le doigt dans cet environnement et j'ai compris un peu la force du réseau et aussi la complexité de l'animer et de le faire vivre. Et donc j'ai souhaité continuer à en faire mon métier. Alors j'ai pas démarré par ça parce que j'avais fait une formation universitaire en ingénierie, donc j'ai plutôt appris le développement. Mais mes premières expériences étaient plutôt business, donc j'ai rejoint un cabinet de conseil où j'étais ingénieur d'affaires pendant 5 ans. Et c'est dans ce moment très précis, venant d'une université de province et m'installant à Paris pour développer une activité de conseil, où je me suis rendu compte que l'importance du réseau en fait, et quand on démarre une activité commerciale sans réseau, c'est assez complexe. Donc il faut effectivement trouver d'autres communautés en fait et dans lesquelles s'intégrer. J'ai rejoint du coup Paris & Co qui porte Rhizome dont je vais parler juste après il y a 6 ans. Sur un programme autour de l'éducation. Et pareil, l'objectif était de faire entrer l'entrepreneuriat et l'innovation dans le milieu universitaire. Et c'est quelque chose qui est très où la dimension de réseau est très mal perçue. Typiquement, c'est pas forcément un sujet dont on parle beaucoup, contrairement aux écoles de commerce et d'ingénieurs où c'est une force. Dans les universités, c'est quelque chose qui est peu valorisé. Donc c'est quelque chose que j'ai souhaité continuer à développer. Et je vais revenir après dessus sur ce qu'on met en place au sein de Rhizome. Okay. Et donc, toi, du coup, au sein de Rhizome, quel est ton rôle et au sein de Paris & Co? D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que tu nous présentes peut-être d'abord Paris & Co avant de parler de Rhizome. Oui, alors effectivement, Paris & Co, c'est une structure associative qui a été fondée il y a un peu plus de 20 ans à l'initiative de la ville de Paris. C'est un statut un peu particulier. On est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et la métropole. Donc on a un socle de financement public d'à peu près 40% de financement qui drive nos missions d'intérêt général. Et le reste étant du financement privé apporté par du coup des startups d'un côté, un premier levier de communauté, et des grands groupes qui achètent de la prestation de services chez nous. Donc aujourd'hui, Paris & Co, c'est à peu près 90 salariés, donc c'est une grosse structure sur le territoire et dont le métier principal c'est de s'appuyer sur les entrepreneurs pour transformer la cité au sens premier du terme et pour transformer l'ensemble des activités qui s'y passent. On a 4 grandes pôles thématiques
un pôle dédié au bien-être qui rassemble des programmes autour de la santé, du sport, de l'alimentation, un pôle dédié à la ville durable qui va rassembler des programmes dédiés à la logistique, à l'immobilier, à l'expérimentation sur le territoire urbain, un pôle dédié au divertissement, où on va retrouver les industries culturelles et créatives, le tourisme, et un pôle dont Rhizome fait partie, qui est un pôle dédié aux solutions entreprises, là qui est plutôt orienté sur comment est-ce qu'on accélère la transformation des fonctions transversales et supports. Et donc effectivement, ce qui m'amène un petit peu à vous dire ce que fait Rhizome dans tout ça. Rhizome, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'innovation, donc ce qui est l'évolution du modèle d'incubation qui a été pas mal bousculé ces dernières années vers un modèle plus sectorisé et multi-acteurs. Donc aujourd'hui, nos deux piliers sont l'incubation. On fait de l'accompagnement de start-up qui nous payent pour le service d'accompagnement qu'on délivre, et un pilier plutôt grand groupe où là, on va travailler sur la mise en place de méthodes d'acculturation et d'appui à la transformation, donc en ce qui nous concerne sur les sujets de transformation RH et d'employabilité. Ok. Et donc, Rhizome, c'est une plateforme d'innovation, une sorte de réseau d'accompagnement et incubateur, c'est ça, un petit peu en termes de positionnement. Aujourd'hui, c'est combien de startups que vous accompagnez? Alors aujourd'hui, en startup accompagné, on est sur aujourd'hui 30, il y en a 33 startups qui sont accompagnées à l'heure où je vous parle. Depuis la création de Rhizome, qui a été lancée à l'été 2017, on est à 42 startups accompagnées. Et donc il faut voir qu'effectivement, il y a un taux de sélection de l'ordre d'une quinzaine de pourcents entre les startups qui candidatent et les startups qui sont retenues. Donc effectivement, il y a un certain nombre de startups qui ont tapé à la porte, mais qui n'ont pas forcément été prises pour plusieurs raisons. La première étant que on gère des communautés à taille maîtrisée, donc on n'a pas vocation à accueillir toutes les startups. Ça, c'est un premier sujet. La deuxième, c'est qu'effectivement, en fonction du niveau de maturité, les startups seront pertinentes ou pas pour intégrer Rhizome. Et la troisième, c'est qu'il y a un sujet de secteur. Notre processus de sélection qui associe ces fameux grands groupes dont je parlais tout à l'heure, donc cette autre communauté, fait qu'il faut répondre aux enjeux actuels ou en tout cas prospectifs de ces grands groupes. D'accord. Et historiquement, donc, tu disais Paris & Co à 6 ans. Alors, Paris & Co a un peu plus de 20 ans. Okay. Paris & Co doit avoir 25 ans. C'est le développement économique. Et c'est Rhizome, du coup, qui a 6 ans? Voilà, Rhizome, on a lancé ça à l'été 2017 sur la base d'un constat. Aujourd'hui, Paris & Co, c'était essentiellement des plateformes sectorielles sur des activités cœur business. J'ai parlé tout à l'heure du tourisme, j'ai parlé de la santé, etc. C'est plutôt des directions d'innovation, si je prends le côté grand groupe, qui nous soutenaient. Et on a senti, en fait, il y a quelques années, il y a un peu plus de 6 ans, effectivement, l'émergence, en fait, d'un sujet de transformation RH, les directions d'innovation qui se sont dit, il suffit pas juste qu'on porte des choses chez nous à l'innovation, il faut que derrière toute la courroie de transmission vers les RH et in fine vers les collaborateurs soit en route. Donc il faut qu'on adresse les DRH en tant que tel. Et donc c'est sur la base de ce constat que Rhizome s'est construit. D'une part, un besoin identifié côté grand groupe, côté DRH, et puis un marché entre guillemets, une évolution en fait des besoins des entrepreneurs RH, qui s'est un peu cristallisé ces dernières années. Ok. Et donc, quand on a préparé cette interview, tu me disais qu'effectivement, il y avait deux typologies de membres et donc de communautés, a priori, au sein de Rhizome. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les tenants et aboutissants de ces deux communautés? Alors, ces deux communautés sont assez simples. C'est vraiment les deux piliers de Rhizome. C'est les startups d'un côté et les grands groupes. Donc, comme je disais, on est sélectif avec les startups et on l'est aussi avec les grands groupes. Nous, notre métier, c'est de gérer des communautés à taille maîtrisée pour pouvoir justement en tirer le meilleur. Et donc, effectivement, on va rechercher d'un côté des startups qui sont au bon niveau de maturité, qui répondent aux enjeux que Rhizome adresse et qui ont envie de travailler avec nous dans cette logique-là. Tous les entrepreneurs n'ont pas forcément le souhait d'être dans une dynamique d'accompagnement
Et c'est pas forcément le sujet en fait. Et de même côté grand groupe, on a pas mal de groupes qui souhaitent rejoindre des dispositifs innovants pour s'afficher comme innovants. Nous, on recherche des gens qui ont envie de se transformer et pas juste une envie en surface, mais vraiment qui sont prêts à y mettre l'énergie, les moyens. Quand je parle des moyens, c'est pas uniquement financier, c'est aussi humain, à contribuer en fait au développement et à nous montrer que la communauté c'est important pour eux. Donc voilà un petit peu les deux communautés qu'on drive aujourd'hui au sein de Rhizome. J'en parle pas, mais il y a un sujet écosystémique aussi. On travaille avec les principaux acteurs de la place, que ce soit les acteurs de l'entrepreneuriat de façon générale ou les acteurs de l'innovation RH de l'autre côté. Ok, merci. Et pour toi, du coup, quels sont les fondamentaux justement pour créer une communauté? Toi qui justement t'intéresses à ces sujets de l'animation depuis pas mal d'années, avant même Rhizome, pour toi, quels sont justement les fondamentaux? Alors, il faut qu'il y ait pour moi déjà une volonté de quelques personnes de faire vivre ces communautés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dynamiques peuvent s'enclencher. Les gens qui ont envie de se mettre en réseau, de partager leur savoir, de s'ouvrir, de découvrir, il y en a plein dans toutes les organisations. C'est même plutôt humain. Le fait est que dans la façon dont on travaille, souvent on prend pas le temps de le faire. Gérer son réseau, networker, etc. Il y a des gens qui l'ont très bien intégré, mais pour la plupart, je dirais que c'est pas forcément instinctif. Donc, il va falloir qu'il y ait un intermédiaire qui ait du temps qui soit dédié pour justement gérer cette dimension communautaire. C'est, je pense, du coup, un état d'esprit de ces interlocuteurs un peu qu'on pourrait qualifier d'animateurs de communauté. Hein. Et ça, c'est un premier, à mon avis, un premier élément qui est assez fondamental, c'est d'avoir des gens qui ont du temps à y consacrer et qui peuvent faciliter pour les autres qui, eux, sont en demande. Ok. Et toi, aujourd'hui, quand les membres rejoignent ta communauté, quelles sont réellement leurs motivations? Parce qu'aujourd'hui, quelle est en fait la mission d'ailleurs de Rhizome? Est-ce que vous avez déterminé une mission qu'incarne Rhizome et à travers laquelle les partenaires, un grand compte et les membres de la communauté réussissent à se projeter et à soutenir? Oui, notre mission, en fait, c'est pas tant celle de Rhizome que celle de Paris & Co que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'agir avec les entrepreneurs pour transformer durablement. Et donc, effectivement, en partant de ce constat, on va avoir dans un premier volet de la communauté, qui est la communauté des entrepreneurs, des gens qui ne sont pas uniquement là pour faire du business. On a des gens qui ont envie de partager des pratiques. Je pourrais rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure de comment se structure la communauté, hein, parce que on a un sujet qui est l'animation méta, un peu globale de communauté, mais en fait, la réalité, c'est qu'on a des sous-communautés qui s'installent à chaque fois, et c'est sur ces sous-communautés qu'on va générer de la valeur pour les membres, comme tu l'évoquais, qui sont du coup nous, nos clients, hein, entre guillemets, hein, puisqu'on on a une activité de service avec ses membres. Et c'est la même chose côté grand groupe. En fait, ils ont un enjeu de transformation, pareil, un enjeu de transformation durable, et ils souhaitent s'appuyer en partie sur les entrepreneurs pour y arriver. Donc effectivement, c'est comment arriver à positionner au bon moment le bon entrepreneur, que ce soit par l'apport d'expertise qui va pouvoir nourrir la transformation, ou par l'apport de la solution qu'il vend, qui va avoir du coup un impact sur ces grands groupes qui, et c'est quelque chose auquel on fait attention, sont moins dans une logique de faire du POC, d'expérimenter, que de chercher des solutions qui vont pouvoir passer à l'échelle au sein de leurs organisations. Et comment vous êtes organisé alors aujourd'hui au sein de Rhizome? Est-ce que tu es seul à animer cette communauté ou est-ce que vous êtes plusieurs ou est-ce que tu es intégré du coup à l'équipe Paris & Co et c'est l'équipe de Paris & Co qui agit avec ces différentes parce que tu me disais 90 personnes, c'est ça qui travaillent? Ouais. Alors effectivement, aujourd'hui, on a un modèle qui repose sur on a des fonctions de support hein, qui nous aident sur l'animation de ces communautés à la fois partenaires, grands groupes et start-up. Et donc, ils vont travailler sur des sujets qui sont plutôt généralistes, liés à l'innovation ou liés à l'accompagnement. Quand je dis généraliste, c'est pour les startups, travailler sur des sujets d'accélérer son développement commercial, structurer ses RH, améliorer son recrutement, préparer sa levée de fonds, développer à l'international, qui sont des sujets qui sont indépendants du secteur d'activité.
C'est la même chose côté partenaire. Quand on travaille au niveau des directions d'innovation, on va pouvoir travailler sur des sujets généralistes. Et nous, Riso, on va apporter la brique sectorielle liée au secteur RH, au secteur de l'emploi. Et du coup, on est 3 personnes pour faire vivre cette spécialisation, entre guillemets, qui du coup va s'articuler entre l'appui entre ce qui se passe chez Rhizome et puis ce qui se passe sur Paris & Co. Et donc, on va pouvoir du coup faire ajouter cette spécialisation à toutes nos actions et être au plus proche du coup des sujets de chacun de nos typologies de membres. Et les 3 personnes dont tu fais partie, j'imagine, vous êtes là vraiment tous les 3 pour animer ou chacun a un rôle bien défini? Alors, on a chacun un rôle assez défini, même si la porosité est forte entre nos métiers et c'est important justement pour pouvoir faire cette cross-fertilisation entre les deux communautés dont on parle. On a Anna qui est plus spécialisée sur l'accompagnement, donc qui est là pour s'assurer de la réussite du programme d'accompagnement. On a Dana qui est là pour faire vraiment le pivot entre les deux, en mettant en dénominateur commun le contenu qui va être produit, que ce soit du contenu écrit, vidéo, du webinar, et ici des interactions qu'il peut y avoir entre nos membres. Et moi, du coup, qui est plutôt le volet qui chapeaute un peu de façon globale et un focus très orienté grand groupe. Quel est le modèle économique du coup aujourd'hui de Rhizome? Parce que tu disais que donc, ce sont des clients. Est-ce que du coup c'est un forfait mensuel? Est-ce que c'est en lien avec un espace de bureau? Et du côté des partenaires, pareil, est-ce que les partenaires grands comptes sont aussi des financeurs de programmes avec des attentes spécifiques? Quel est votre modèle éco? Alors, notre modèle économique, il est assez simple. Enfin, j'en parlais tout à l'heure. En fait, nous, on est l'équivalent. On a un programme de Paris & Co, donc on réplique en fait un modèle qui vaut pour l'ensemble des plateformes. On a un socle de financement public. Voilà, on a 40% de financement public à l'échelle de Paris & Co, qui nous permet du coup d'assurer une stabilité sur les programmes qu'on lance. Et après, on a du coup un équilibre qui se trouve entre les startups qui nous rémunèrent pour l'accompagnement qu'on délivre et les grands groupes. Donc, je commence par les grands groupes. On va pas aller chercher du volume, on va aller chercher des gens qui ont envie de s'engager. Du coup, on est sur un ticket annuel qui est de l'ordre de 50 000 euros, qui est un ticket qui est assez élevé. À mettre en comparaison avec ce qu'on pourrait avoir si on prend un consultant, par exemple, qui pourrait nous aider sur ces choses-là. Nous, le modèle, c'est que les grands groupes vont, un peu à la Robin des Bois, si je prends cette métaphore, payer plus cher pour accélérer le développement économique des startups. Donc ça, c'est important. C'est qu'un grand groupe qui nous finance va pas en retirer forcément en valeur pour 50 000 euros, mais il contribue à un programme dans une globalité. On reste une association. Et c'est un modèle qui est assez transparent. Et le deuxième pilier du coup économique privé, ce sont les startups. Donc les startups, le tarif est de 5 000 euros par an pour l'accompagnement. Donc je parle pas de la question des locaux, je parle vraiment de la partie accompagnement, parce que les locaux, ça va vraiment dépendre des besoins en fait de chaque entrepreneur. Et là effectivement, ce tarif est du coup très en dessous de prix du marché par rapport à toute la qualité de service qu'ils ont derrière, justement parce que le modèle est plutôt soutenu par un ticket plus fort de la part des grands groupes. Voilà, c'est un système de base communicant. Et du côté des startups, sans indiscrétion, c'est un ticket d'entrée à peu près à combien pour être accompagné? C'est 5 000 euros, c'est 5 000 euros par an pour les startups. Pardon. Ok. Ok. Et alors, du coup, comment est-ce que vous faites pour évaluer la satisfaction des membres, justement, enfin, du moins des startups qui sont accompagnés et pareil, côté partenaire? Parce que du coup, c'est quand même des tickets d'investissement qui sont plus ou moins élevés. Donc, eux, déjà, quelles sont leurs attentes? Parce que, bien évidemment, l'accompagnement, mais peut-être il y a d'autres KPI qui vous permettent justement de mesurer la valeur de ce que vous apportez. Et vous, comment, du coup, vous le mesurez? Alors, c'est deux communautés différentes et qui fonctionnent de façon assez différente, qui ont des attentes assez différentes. Donc, si on commence par les startups, nous, on a un premier sujet qui est donc l'accompagnement. Les entrepreneurs viennent chercher chez nous de l'accompagnement. Mais il faut savoir que c'est un marché qui est concurrentiel. L'accompagnement, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui proposent de l'accompagnement, des grands groupes, des acteurs privés ultra spécialisés, pas mal d'acteurs publics également. Et donc, effectivement, il y a un enjeu voilà, d'apporter une valeur qui va être complémentaire de ce qui existe déjà. Donc, nous, le service, il est en appui aux dirigeants et à ses équipes. C'est là où je parlais tout à l'heure d'existence de sous-communautés. Nous, l'accompagnement, il se fait aussi par communauté en fonction des différents axes de développement entrepreneurial.
On va avoir des sous-communautés autour du produit, des sous-communautés autour des enjeux de marketing, des communautés autour des enjeux de business et des communautés autour de la techno. Donc voilà, tous ces sous-communautés, on les fait vivre au sein de Rhizome, mais pas que au niveau des dirigeants. On va aller chercher les équipes opérationnelles pour pouvoir traiter les sujets opérationnels qui vont in fine rendre service aux dirigeants. On s'inscrit vraiment dans le développement de la startup, et si elle est sur un premier niveau de maturité qu'on appelle l'amorçage, où on est sur les dirigeants qui font à peu près tout, ce sont les dirigeants qui vont être dans toutes les communautés. Et progressivement, ils vont se nourrir de tout ça, ils vont recruter, et en fonction des recrutements, les personnes vont venir irriguer ces différentes sous-communautés. Donc effectivement, le retour sur investissement, il va se mesurer de plusieurs façons par rapport à la satisfaction du dirigeant lui-même sur le service qui lui est rendu, parce qu'effectivement, on a au-delà d'une programmation qui est prévue par niveau de maturité, on va être aussi en réponse à des sujets très précis du moment. Et donc ça va être notre réactivité, notre disponibilité pour les sujets de préoccupation. Mesurer concrètement la satisfaction? Alors, on a en fait sur chacun des ateliers qu'on organise, on a derrière on a un NPS en fait qui permet de mesurer la satisfaction liée à l'atelier. Donc, c'est la satisfaction de la personne qui a participé, pas nécessairement le dirigeant. Le dirigeant, la satisfaction, elle se mesure d'une façon plus basique en fait. Hein. On est sur un format d'accompagnement au long cours. Un dirigeant qui n'a pas de difficulté économique et qui souhaite sortir de l'accompagnement, c'est un indicateur d'insatisfaction. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Rhizome, je disais tout à l'heure, on avait 41 startups ou 42 startups accompagnées depuis le début. Aujourd'hui, on en a 33. On est sur des cycles d'1 à 3 ans d'accompagnement. Donc, on voit que majoritairement, les startups restent dans le programme. Et ce qui est du coup un signe en fait un indicateur de satisfaction. Voilà. Après, on a un suivi qui est régulier, qui fait qu'on prend la température régulièrement. On n'est pas juste à faire un relevé de compteur à la fin de l'année en mode tu renouvelles ton accompagnement ou pas. Et c'est aussi ça qui fait qu'on reste proche des dirigeants. Question d'ailleurs, il y a une récurrence dans les promos ou dans l'accompagnement, où c'est 1 à 3 ans et c'est par vague successive? Vous fonctionnez comment? Alors, on a 2 appels à candidature par an. Dans ces appels à candidature, on va aller chercher majoritairement 2 typologies de startups, des startups en amorçage. Donc là, c'est les dirigeants sont à plein temps. Ils ont une marque d'intérêt du marché pour leurs produits ou pour leurs services, et donc ils ont un enjeu de trouver leur product market fit, donc de valider leur modèle économique en signant quelques premiers clients. Et là, on se donne entre on va dire 8 et 14 mois, si je prends une fourchette, pour aller justement sur cette validation. Ça va dépendre de pas mal de sujets, la complémentarité de l'équipe, le marché, etc. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Et un deuxième niveau, qui est un niveau de décollage. Et là, on est sur des startups qui, pour le cas de Rhizome en l'occurrence, qui sont majoritairement en B2B, il faut qu'il y ait des revenus récurrents. On est autour de entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année passée. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une traction qui soit validée. Et là, on est sur un enjeu d'accélération. Alors, les startups n'ont pas toutes le même objectif et elles cherchent pas toutes une hyper croissance. Donc effectivement, on va s'adapter en fonction des souhaits de maturité. Certaines vont vouloir faire une croissance organique, d'autres vont vouloir faire de la levée de fonds et aller racheter d'autres concurrents. Enfin voilà, on va s'adapter. Et donc cette deuxième phase, elle est plutôt sur 2 ans. Elle peut être renouvelée une année supplémentaire quand on a des enjeux, des choses à continuer à travailler ensemble. Mais du coup, tu vois qu'on peut rentrer en amorçage et terminer son décollage et faire 3 à 4 ans dans le programme d'accompagnement. Ok. Merci. Alors donc, pour revenir à la partie mesure, satisfaction, KPI, donc tu nous as bien expliqué pour la partie startup, accompagnement, la valeur que vous leur apportiez. Et du côté des partenaires, du coup, comment est-ce que vous faites pour mesurer aussi la valeur ou la satisfaction? Quels sont vos KPI vis-à-vis d'eux par rapport à leur investissement annuel? Alors, pour les partenaires, il y a un effet très simple aussi, hein, qui, indépendamment de la conjoncture économique, s'ils souhaitent pas renouveler leur engagement auprès de nous, il y a des questions à se poser. Après, il y a aussi un effet de cycle. On constate avec là le recul qu'il y a des partenaires qui s'engagent pour 1, 2, 3 ans avec une feuille de route et qui, à l'issue de ces 2-3 ans, si les bénéfices escomptés pour leur organisation sont pertinents, ils vont se poser la question de effectivement est-ce que ce partenariat sous cette forme-là est toujours pertinent et est-ce qu'il faut qu'on aille sur autre chose, etc. Notamment, et c'est un lien direct avec l'animation de la communauté, si je démarre et que j'ai pas de communauté et que je me donne 3 ans pour la monter, si au bout de 3 ans ma communauté tourne,
je me repose la question de est-ce que j'ai besoin de Rhizome sous cette forme-là ou est-ce que Rhizome a apporté ce que j'ai recherché. Donc ça, c'est un premier indicateur qui est basique, mais il faut se le rappeler. Les autres indicateurs vont être sur l'engagement. Comme je le disais, quand tu mets un ticket comme 50 000 euros sur la table, c'est pas juste pour faire joli. Derrière, tu vas devoir aligner des ressources pour t'assurer d'en tirer le bénéfice. Et donc, effectivement, ça va être quelles ressources tu arrives à mobiliser. Est-ce que tu arrives à mobiliser des décideurs? Est-ce que tu arrives à mobiliser des collaborateurs? Et je dis pas que l'un vaut mieux que l'autre, mais je dis que la complémentarité entre tous les profils est plutôt utile. Si on a que des stagiaires qui participent, c'est qu'il y a un problème. Si on a que des dirigeants, c'est qu'il y a un problème. Si on a une mixité de l'ensemble des participants qui on va dire, représente un peu toute la chaîne de valeur au sein de l'organisation, c'est qu'on on a des indicateurs qui sont plutôt bons. Pourquoi? Parce que l'objectif qu'on poursuit, c'est de les aider dans la transformation, et la transformation, elle va passer par l'implication de toutes les strates, en fait. On a vu par le passé des gens qui ont utilisé sur certaines parties pour acculturer leur cible de talent dans le cadre d'un gradué de programme. Eh ben, c'est peut-être bien pour fidéliser l'équipe, mais ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'action, donc c'est pas forcément pertinent dans le temps. Et on a vu des gens qui ont mobilisé que leur codir RH, et c'est pareil en fait. Si derrière la chaîne de transmission n'est pas claire et que les autres personnes qui sont en interaction, quand un POC est décidé par un DRH, sont pas sensibilisés, bah, ça va pas fonctionner, ça va pas prendre, ça va s'enliser. Donc voilà, il y a vraiment ces indicateurs de quels sont les niveaux de typologie de participants au sein de nos partenaires. Et le deuxième sujet, ça va être effectivement la récurrence et ces fameuses sous-communautés dont on parlait. Aujourd'hui, s'il y a qu'un DRH qui participe ou s'il y a le directeur de la formation, le directeur de recrutement, etc., on sait qu'on va en profondeur et qu'on commence à du coup avoir un impact sur les partenaires. Ça, c'est surtout pour l'aspect communauté. Et après, il y a des choses qu'on mesure de façon très objective. C'est les rencontres qui ont eu lieu avec les startups et les rencontres, si elles sont suivies d'effets, que ce soit sur du business qui est créé ou sur des actions de transformation. Okay. Alors, depuis tout à l'heure, effectivement, tu nous parles beaucoup des sous-communautés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelle segmentation vous avez faite pour créer ces sous-communautés? Puisque le gros avantage des sous-communautés, c'est de développer encore plus le sentiment d'appartenance, généralement entre pairs. Donc, vous en avez combien et comment est-ce que vous les avez construites? Est-ce que c'est par secteur, par métier, par problématique? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, sur le volet startup, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais effectivement, on a sur les 4 grands axes, et je mets de côté l'axe un peu dirigeant autour de la gestion d'entreprise, mais sur les 4 grands axes qui sont liés au développement d'une startup, donc autour du produit, de la tech, du marketing et des sujets de communication digitale qui vont autour, et du business développement pur. Sur les... Pardon? Vraiment orienté métier, du coup. Voilà, exactement. Orienté métier parce que dans ces communautés, les personnes qui participent ont des enjeux opérationnels et veulent effectivement du partage entre pairs. Et du coup, on est capable de nourrir par du retour d'expérience ou par de l'intervention externe pour venir enrichir en fait les échanges. Et sur le volet partenaire, c'est quelque chose qui est plus émergent. On voit que la notion de communauté d'innovateurs, elle existe depuis longtemps au sein des directions de formation, notamment sur les enjeux de partage entre pairs. C'est des choses qui ont déjà été mises en place, la méthodologie de co-développement qui existe, qui permet de faire un certain nombre de choses. Et du coup, on a une sensibilité plus forte côté formation. C'est pas le cas dans tous les segments en fait de la fonction RH. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui prend progressivement. Donc aujourd'hui, nous, il y a une approche qui est très structurée en disant on a quelques grands métiers dans la fonction RH et on va les adresser en tant que tels. Et après, il y a des choses qui émergent au gré des discussions et qui sont plutôt transversales et sur lesquelles on est plutôt en réaction. Voilà, donc de façon très simple, on va voir sur le recrutement, sur la formation. Là, en ce moment, on a un gros sujet autour de l'environnement de travail et des modes de travail. Donc voilà, il y a des choses qui vont se structurer, qui sont structurantes dans le temps, et des choses qui évoluent en fonction des actualités. Et on se garde cette agilité en fait de pouvoir faire des communautés, en construire, en enlever. Enfin voilà, on a une ligne directrice, puis après des sous-communautés qui peuvent vivre le temps d'un projet, par exemple.
Alors maintenant, pour aller un peu plus sur la partie vraiment opérationnelle, sur la partie animation de communauté, quels sont vous les différents événements jusqu'à aujourd'hui que vous organisiez et quels sont les rituels que vous avez instaurés peut-être pour animer votre communauté? Alors pareil, je vais prendre communauté par communauté. On était sur les partenaires, donc je vais rester un peu sur les partenaires corporate. Donc aujourd'hui, on a deux phases qui rythment la vie de la plateforme. Ce sont les appels à candidature qui sont donc semestriels. Donc c'est un temps auquel les équipes RH prennent part, parce que notre enjeu, c'est de sélectionner des startups qui répondent à des enjeux, à des problématiques marché. Donc on les associe à cette phase de sélection. Donc c'est un processus qui est, voilà, qui est bien structuré chez nous, avec un temps de lecture des dossiers, un temps de comité de lecture où on consolide les avis, un temps de comité de sélection où on rencontre les entrepreneurs et où du coup on ajoute pour le coup dans la dimension un peu écosystémique différents partenaires écosystèmes pour apporter un éclairage un peu, pas avoir juste une vue des partenaires. Donc ça, c'est un temps qui prend beaucoup d'énergie et qui un peu cristallise un peu les communautés. Parce que quand on va regarder les dossiers, si je suis en charge du recrutement chez un des partenaires, et ben du coup je vais vouloir regarder que les dossiers recrutement. Et donc du coup je vais pouvoir les partager avec les autres acteurs du recrutement. Et donc là on est dans une logique plutôt communautaire. Et après, on va avoir à l'issue de ça, effectivement, des temps plus précis. Ben, les startups de recrutement qu'on a identifiées, ben, on va se réunir pour en parler. C'est pas forcément avec les startups. Donc là, du coup, on va avoir plusieurs moments qui vont, en fonction aussi de, entre guillemets, ce que le marché propose. Hein. L'idée aussi, c'est pas de forcer forcément les débats. Il y a des cercles qui existent. Si j'ai envie de partager régulièrement autour du recrutement, il y a plein de cercles. Enfin, voilà, on va pas réinventer ce qui existe déjà. Par contre, si le marché nous dit bah, il y a une tendance forte sur les solutions d'onboarding, eh ben, on va créer des échanges autour de l'onboarding, par exemple. C'est pour ça qu'on est on est très à l'écoute de ce que nous remontent les appels à candidature et du coup, à l'issue de chaque appel à candidature, on diffuse dans l'écosystème une note disant voilà un petit peu ce que le marché nous donne comme tendance sur cette session. C'est quelque chose qu'on partage dans l'écosystème. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres rituels aussi, comme ça, toute l'année, qui font vivre cette communauté de partenaires, ou est-ce que c'est vraiment très orienté sur cette partie recrutement et du coup besoin du marché? Bah alors, ça c'est le premier. Après, c'est tous les temps, on va dire opérationnels, c'est-à-dire que bah, une fois qu'on a sélectionné les startups, il y a certaines d'entre elles qu'on a envie de revoir pour bah, soit essayer de leur apporter un éclairage sur le marché pour leur dire ce que tu es en train de construire, il y a peut-être 2-3 trucs que tu as oubliés et du coup on les inclut dans l'accompagnement. Soit il y a un volet très business, c'est-à-dire ok, j'ai envie de rencontrer les 3-4 startups qui traitent des sujets qui me concernent et pour derrière pouvoir enclencher des collaborations. Donc c'est des choses qui vont se faire un petit peu cas par cas. Et après on a des ateliers qui vont se faire, donc on en a tous les 2 mois. Ce qu'on appelle des ateliers d'open innovation, où on va prendre une des thématiques de l'appel à candidature et on va rassembler les entrepreneurs et les du coup par sous-communauté plutôt sectorielle, les interlocuteurs de nos partenaires pour pouvoir échanger en mode un peu résolution de problèmes. Ce qui permet du coup de se découvrir sous un angle qui est entre professionnels RH, chacun avec sa vision. J'ai une vision plutôt entrepreneuriale, j'ai une vision plutôt métier grand groupe, et on enlève la casquette acheteur-vendeur qui peut souvent biaiser un peu les échanges. Okay. Voilà, après, on organise des événements. On a un événement annuel qu'on organise et qui s'est tenu il y a un mois où on va justement présenter du retour d'expérience de collaboration de façon concrète. C'est-à-dire le partenaire et son client startup viennent présenter ce qu'ils ont fait de façon transparente et puis du coup une plateforme de prise de rendez-vous B2B pour accélérer les échanges. Ok. Et côté startup, il y a aussi des rituels qui rythment le parcours. Côté startup, c'est là où côté partenaire, ce que je disais, c'est que ça fait en gros un peu plus de 6 ans qu'on a commencé à travailler sous ce format plateforme d'innovation, à sectoriser, à avoir des grands groupes qui participent, et donc qui du coup est beaucoup plus récent dans l'animation parce que les besoins des partenaires ont évolué ces 6 dernières années de façon assez rapide. Côté startup, c'est un métier qu'on fait historiquement depuis un peu plus de 20 ans, et donc il y a des choses qui sont beaucoup plus structurées, des rituels qui sont beaucoup plus établis. On a ce qu'on appelle les incubation boards qui sont à fréquence régulière en fonction de la maturité, sur lesquels on fait un panorama à 360, et puis après on a des points de contact par communauté
en fonction des enjeux. Donc, on a voilà, un point de contact tous les 2 mois à peu près par communauté. Et après, on a des points de rencontre individuels en fonction des besoins identifiés. C'est ce qui est plus à la carte, du coup. Mais sur les temps communautaires, ce sont ceux-là. Sur les temps communautaires, sur les rituels, est-ce qu'il y a des formats aussi un peu plus conviviaux, des tentes qui sont des rituels où vous les faites se rencontrer, je sais pas, autour d'un café, une bonne bière régulièrement, de façon informelle pour faciliter les interactions Alors, il y a un premier sujet qui est que le modèle d'accompagnement repose essentiellement sur l'hébergement. Donc, aujourd'hui, plus des 2 tiers des startups accompagnées sont physiquement dans des bureaux et qui sont situés géographiquement au même endroit. Donc, on a du coup cette animation qui se fait aussi parce que tu es soit dans le même open space, soit dans le bureau d'en face. Donc, du coup, il y a un lien qui se fait à ce niveau-là. Et après, nous, effectivement, on a des rituels, on a des petits déjeuners chaque mois où on permet aux nouveaux arrivants des startups de se présenter entre elles. On a des apéros trimestriels. On évite de surcharger sur du convivial parce que il se trouve que c'est une demande. Hein, les gens me disent j'ai envie qu'on se rencontre, etc. Mais quand les actions sont là, les gens y participent moins parce que c'est pas cœur business et c'est quelque chose qui se fait de façon plus informelle. Donc effectivement, nous, on s'est recentré sur, on est là pour vous aider sur le développement de votre business et le volet convivial, chacun peut organiser, prendre l'initiative, on relaie, mais effectivement, on ne va pas faire une bière tous les jeudis ou un petit déj tous les lundis, quoi. C'est un peu plus espacé dans le temps. Ok. Et alors, cette animation de communauté en mode spécial confinement, quel focus vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez privilégié? Est-ce que vous avez pu basculer facilement? Et d'autant plus avec un pôle qui est assez orienté organisation, nouvelle méthode d'organisation au travail, RH. Est-ce qu'il y a même des choses dont vous vous êtes inspiré pour l'appliquer à l'animation de votre communauté? Alors, sur les startups, en fait, on a eu. Il faut savoir hein, qu'on étant sur de l'animation de lieux pour les startups, on faisait tous nos ateliers en présentiel. Donc les startups qui étaient pas physiquement dans les locaux se déplaçaient pour venir. C'était l'occasion de revoir en vrai les gens, etc. Donc effectivement, ça a eu un impact assez fort parce qu'on a tout digitalisé. Après, on est sur des sujets où au final les entrepreneurs sont assez agiles et donc le fait d'avoir digitalisé tous les formats, c'est fait assez vite. Sur le suivi des dirigeants, on a plutôt renforcé. C'est-à-dire que là où on se voyait toutes les 6 semaines, par exemple sur les incubation boards, on l'a fait à fréquence beaucoup plus régulière. L'idée, c'était que toutes les 3 semaines, on ait eu tout le monde, parce qu'il y avait un enjeu d'être réactif et d'être à l'écoute des sujets du moment, de faire circuler l'information qui ne pouvait plus circuler, parce que les gens ne pouvaient plus se voir dans les bureaux, et du coup, de fait, ils ne prenaient pas le temps d'appeler celui qui avant, qui croisait sur le pas de la porte. Donc, on a fait ce travail de faire circuler l'information pour justement recréer ce lien qui a pu se perdre. Donc ça, c'était un point de réactivité qui, du coup, a pas mal mobilisé les équipes parce que passer de un point par startup toutes les 6 semaines à un point toutes les 3 semaines, c'était une phase un peu intense, mais ça a permis du coup de renforcer aussi le lien avec les dirigeants dans cette phase un peu critique. Côté partenaire, et du coup, on a aussi investi en fait sur des solutions. Alors, on était déjà équipé de Teams, et du coup, on a fait un passage à l'échelle assez rapide pour le déploiement. Et quand on a pu reprendre sur des activités hybrides, on a investi dans un système de visioconférence qui nous permettait, pour les entrepreneurs qui avaient fait le choix de revenir au bureau, de pouvoir les avoir en physique, avec les règles, les respect des règles. Effectivement, on avait une salle où les gens étaient bien espacés. On a la possibilité d'avoir des salles où on peut faire de la distanciation sociale et le système de visio qui permettait à ceux qui étaient à distance par choix ou par contrainte de pouvoir quand même participer à la vie de la communauté. Donc ça, c'est un volet côté startup. Côté partenaire, ça a été assez différent parce que nos partenaires, eux, ils se sont retrouvés, ils avaient beau avoir mis en place le télétravail ou des chantiers en cours, ils se sont retrouvés dans le dur assez vite. Et donc, ils ont été pas mal mobilisés par ça dans au moins les premiers mois, les premières semaines / mois de confinement. Et donc, ils ont perdu pas mal contact avec leur communauté. Donc, il a fallu, on n'a pas pu digitaliser ce qu'on faisait avant. Il a fallu repenser les formats pour qu'ils soient adaptés au contexte. Et donc, c'est là où ça a pris un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, parce qu'effectivement, il a fallu un format de démo day en distanciel sur 2 heures.
ça a plus de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, la capacité d'attention quand on a des Teams toute la journée, elle est limitée à 45 minutes. Et donc, du coup, il a fallu qu'on travaille des formats qui tiennent en 45 minutes. Et donc, on est passé sur des formats qui étaient plus longs et plus espacés à des formats qui étaient plus courts, plus précis, avec des ordres du jour très précis et un respect du coup du timing qui est fort. Et ça, c'était une marque qui était importante aussi pour la distancialisation. C'est quand une réunion elle doit durer 1 heure, en fait, elle dure 45 minutes et on garde 15 minutes de questions s'il y en a et ceux qui veulent sortir sortent pour éviter d'avoir des discussions qui s'allongent. Donc ça, c'était vraiment un sujet. On n'est pas passé sur un outillage autre que les outils du quotidien, type Teams. On avait déjà on utilisait Klaxoon pour des ateliers, etc. Aujourd'hui, on n'est pas passé sur ce format-là parce qu'on a changé juste le format de nos interactions. Ok. C'est justement ce que j'allais te demander au niveau des outils d'animation. Vous utilisez Teams, ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils type Slack ou autres que vous utilisez, que vous avez pu expérimenter et que vous avez abandonné parce que l'adoption n'était pas bonne ou l'usage ou Alors, pour les startups, on utilise de façon assez classique. Nous, on utilise des newsletters qui partent chaque semaine. Donc, il y a 2 typologies de newsletters. Il y a une newsletter un peu globale Paris Co avec les contenus premium négociés par cette équipe transversale et une newsletter plus sectorielle qui est poussée par l'équipe Rhizome sur laquelle il y a effectivement des choses qui sont très liées à l'activité du secteur. Ces newsletters, elles sont aussi rendues disponibles dans le Slack. Donc, on a un Slack global Paris Co, donc effectivement qui permet de faire de la mixité entre je suis dans l'incubateur de Rhizome et je suis dans l'incubateur du Welcome City Lab ou du Tremplin. On peut se parler par cet intermédiaire-là. Donc, dans ce Slack, on a des channels par communauté. Donc, avec toute la difficulté qu'on connaît de faire vivre un Slack, c'est, je pense, essentiellement aujourd'hui un endroit qui nous permet de remettre les contenus qui ont été poussés par newsletter parce qu'on sait que les gens peuvent passer à côté quand on est face à trop de contenu. Et derrière, effectivement, c'est surtout l'outil de messagerie interne qui est utilisé pour des discussions rapides. On est resté sur du très traditionnel et qui marche très bien, c'est le téléphone. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup pour continuer à garder le lien dans l'accompagnement. Et côté partenaire, effectivement, on a testé des choses à l'époque du présentiel, parce qu'on a des partenaires qui ont la particularité d'être éclatés aussi sur le territoire. Et donc, effectivement, un atelier physique, tout le monde peut y participer. Donc, on a utilisé des Miro, on a utilisé Klaxoon, on a utilisé tous les outils un petit peu du marché. Il y a des cas où ça convient bien et en fait on s'est pas mal retrouvé parfois un peu forcé par l'outil en disant on a Klaxoon, est-ce qu'on ferait pas un truc avec des post-it? Et en fait on est revenu à des choses beaucoup plus fondamentales, des choses qui fonctionnent bien hors outil en fait, pour éviter d'avoir une surcharge d'outils pour nos partenaires. Je reviens un petit peu à l'animation de la communauté, sur le fait que tu as 2 communautés, la partie partenaire grand compte et la partie startup. Est-ce que vous les faites régulièrement aussi se rencontrer, ces 2 communautés, ou est-ce que vous restez un petit peu en connecteur entre les deux, sur le rôle de les partenaires ont besoin de ça, donc c'est nous qui allons faire la sélection et vous mettre en relation avec telle ou telle boîte ou vous faire échanger individuellement et vice-versa? Ou est-ce que c'est plutôt spontané entre les deux et ça arrive à communiquer assez facilement? Alors, il y a des temps pour la spontanéité. On a notre fameux événement annuel du coup où on ouvre un peu les vannes et du coup les gens sont inscrits et puis par contre je peux solliciter n'importe quel des partenaires et je peux solliciter n'importe laquelle des startups et après libre à chacun d'accepter ou pas la mise en relation. On est sur des formats qui sont du coup courts, on est sur une vingtaine de minutes, donc, du coup en 20 minutes en général on prend le temps de dire oui parce qu'on sait qu'en 20 minutes on a le temps d'échanger et puis si jamais il n'y a rien d'autre à faire derrière ça s'arrête. Si jamais, et c'est suffisant pour se dire on veut cranter un autre rendez-vous pour approfondir. Donc ça, c'est des formats qu'on met pas mal en place. Après, on a des ateliers d'open innovation qui sont sur des segments d'intérêt pour nos partenaires. Donc, nos partenaires viennent exposer un sujet, travailler en résolution collective, et là, du coup, on va sélectionner les startups qui sont pertinentes sur le sujet. On va travailler avec elles en amont sur la posture notamment. Il y a plusieurs formats qui peuvent être aussi à la demande des partenaires. Mais sinon, majoritairement, on reste, nous, en pivot sur le sujet. On est cet interlocuteur un peu tiers de confiance aussi, et c'est là qu'est l'intérêt de Rhizome. On est là pour apporter de la valeur dans les mises en relation qu'on va faire. On va être capable de
dire à une startup, tel partenaire à tel sujet, je vais t'organiser la mise en relation, ou de dire à un partenaire qui voudrait échanger avec une startup, c'est peut-être pas le meilleur moment pour la contacter parce que elle est déjà sous l'eau sur 3-4 clients et du coup, elle va sans doute vouloir te dire oui pour vendre tout de suite, mais elle sera pas en capacité de délivrer et donc il y a un risque opérationnel qu'on ne veut pas faire courir. On va être en capacité du coup de faire ce lien parce que dans les deux cas, on va un peu soulever le capot et savoir un peu ce qu'il y a dedans, quoi. Ok. D'un point de vue plus maintenant logique écosystème, question que j'avais posée aussi au LabRH quand tu as participé à ce Community Talk en début de semaine. Quelle est votre position, vous, par rapport à l'écosystème dans lequel vous évoluez? Est-ce que vous êtes sur un écosystème qui est plutôt local ou plutôt national? Et au niveau de l'écosystème RH, organisation du travail dans lequel gravite Rhizome, quelles sont les autres communautés avec lesquelles vous collaborez au quotidien et avec lesquelles vous avez du coup des connexions? Alors aujourd'hui, il y a deux typologies de communautés. Il y a les communautés autour de l'entrepreneuriat. Donc effectivement, des acteurs comme BPI France, comme différents institutionnels ou acteurs spécialisés dans l'entrepreneuriat, avec qui on va avoir des interactions qui seront liées aux phases d'appel de la candidature, aux phases de levée de fonds, aux phases de recherche de financement. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, il va y avoir le volet plutôt acteur de l'écosystème de l'innovation RH ou des RH de façon générale. Et là, pareil, on va avoir des choses qui vont se faire un peu au cas par cas en fonction des acteurs. On va, par exemple, en ce moment, on est sur notre appel à candidature startup qui est en ligne jusqu'au 2 décembre. Et dans le processus d'appel à candidature, historiquement, on fait participer les acteurs de l'innovation RH. Donc le LabRH que tu évoquais, mais aussi Cap Digital à l'époque, qui avait un volet autour de EdFab, autour de l'éducation, donc désormais EdTech France, qui travaille sur ces sujets-là. Donc effectivement, on va les associer dans le processus de sélection. Ils vont nous aider à identifier les startups qui sont pertinentes et qui ont besoin d'accompagnement dans leur propre communauté pour leur apporter une brique de valeur qui ne sont pas forcément en capacité, eux, de délivrer. Et après, on va les associer dans le processus de sélection. Donc, on a cette phase-là. Après, sur des choses plus ponctuelles, on va faire... voilà, on co-organise un atelier ensemble, typiquement sur les matinales du LabRH, on a accueilli une matinale qu'on a co-organisée. Voilà, on va être sur des choses qui vont être assez ponctuelles. Ou spécifiques. Avec la NDRH, on travaille sur des sujets de contenu. Enfin voilà, on va vraiment être sur des sujets très précis, mais fortement écosystémiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison d'être si on s'intègre pas dans un écosystème, parce qu'on va faire de la porosité et que les startups vont graviter d'un programme à l'autre et tirer ce qu'il y a prendre ce qu'il y a à prendre dans chacune des communautés. Et pareil pour les partenaires. Ok. Dernière question. Pour toi, quelles sont les bonnes qualités d'un community builder? Qu'est-ce qui fait qu'il va être bon pour animer sa communauté? Quelles sont ses qualités intrinsèques et quel est vraiment son rôle? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que déjà on se la pose quotidiennement parce que c'est un métier qui évolue très vite et qui là s'est retrouvé un peu secoué avec notamment le fait de distancialiser et des gens qui étaient plutôt community builder parce que mon relationnel et je vais vers les gens et je suis efficace quand on est en direct. C'est pas la même chose et on constate que c'est pas tout à fait les mêmes compétences quand on est à distance et l'animation de réseau. Alors j'en parlais tout à l'heure, hein, le fait d'être à l'aise avec son téléphone, je pense que comme pour un commercial, c'est assez clé parce que souvent, il faut qu'on fasse des relances par téléphone. On ne peut pas se contenter uniquement d'envoyer des emails parce que les emails, on en a tous beaucoup. Donc il y a ce sujet-là, un peu un tempérament commercial, ouais, une envie de promouvoir, une envie de vendre forcément. Et quand je dis vendre, c'est au sens, voilà, souvent on parle de commerciaux et de vendeurs, on c'est pas forcément très bien perçu, mais vendre au sens, voilà, faire savoir et du coup une compétence qui est un petit peu liée aussi, qui est la capacité d'engagement. Il faut savoir fédérer autour de soi. Ça, je pense que c'est une compétence clé. Après, du coup, Alexandre du LabRH en a très bien parlé. Il y a deux phases. Il y a la construction de communauté et l'animation de communauté. C'est pas tout à fait la même compétence. Dans la construction, la dimension commerciale est peut-être un peu plus prononcée. Et dans l'animation, effectivement, là, on est plutôt sur installer un lien de confiance durable, bien établi. Va y avoir un sujet aussi
d'être vraiment de se considérer comme un business partner, autant côté startup que côté grand groupe. Et donc, du coup, il va falloir mettre les mains dedans, aller comprendre le métier, les enjeux et de façon très précise. C'est dans ce sens-là où je trouve que ça ressemble un petit peu au métier de commercial. Et être en capacité d'apporter des réponses par rapport aux outils, enfin, aux outils au sens pas logiciel, mais par rapport à la boîte à outils dont on peut avoir à disposition, pour pouvoir pousser les bons sujets et du coup être en capacité d'aider nos interlocuteurs sur chacun de leurs axes, quoi. Donc un sujet très opérationnel, il faut avoir mis les mains dedans, être en capacité de comprendre. Un sujet de bon communicant, bon relationnel pour pouvoir créer du lien. Et puis effectivement, une capacité aussi à prendre du recul et puis aller chercher d'autres personnes pour nourrir la communauté. Ok. Merci beaucoup Fabien pour ce très riche community talk en termes d'infos sur l'animation de la communauté avec Paris Co et Rhizome que tu représentes. Merci à toutes et à tous donc, d'avoir participé à ce 19e Community Talk. Nous allons revenir pour le mois de décembre avec le nouveau Community Talk. Là, on va faire une petite pause. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre newsletter. Je partage notre site dans le chat. Vous pouvez donc vous inscrire à un newsletter pour être tenu informé des prochains Community Talks qu'on annoncera dans les 2 prochaines semaines. Merci encore Fabien d'avoir participé à ce 19e Community Talk. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour animer vos communautés. Merci. Merci. À À bientôt. bientôt.